forcément, si je vous dis... alors, j'ai inventé cette organisation, hein, le CDIPHO, Association Loi 1901, lutte contre la taxation excessive des commerçants et vous demande de soutenir le projet de loi 1934. Vous n'avez même plus envie de m'écouter jusqu'à la fin. Mais par contre, si je vous parle avec le cœur, avec ce qui se passe dans ma vie et que je vous dis, je suis boulangère, depuis la crise du Covid, je m'en sors plus, aidez-moi à convaincre le gouvernement de ne plus taxer les petits commerçants comme moi. En fait, le message est le même, la demande est la même, c'est d'arrêter cette taxation. On va juste utiliser un vocabulaire et surtout un témoignage qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe facilement, même s'ils ne sont pas des experts et surtout s'ils ont la flemme de lire l'ensemble du texte que vous avez lancé. Donc ça, c'est hyper important, c'est de rester vraiment dans cette idée de l'émotion. Je vais reprendre un autre exemple, Patricia, qui est une personne d'ailleurs qui n'est plus là aujourd'hui, qui est une personne avec qui j'ai travaillé et qui était vraiment une femme exceptionnelle. Et son fils est gardien de la paix, était gardien de la paix et il s'est suicidé avec son arme de service. Et en fait, cette campagne était intéressante parce que ça faisait longtemps qu'on parlait de cette question-là, ou en tout cas en termes plutôt techniques, plutôt législatifs et de réglementation. Et elle a lancé sa campagne en parlant vraiment avec son cœur et en expliquant ce qui s'est passé pour son fils et surtout en expliquant pourquoi pour elle c'était important que ça change pour les prochains. Et c'était un très bon exemple de comment un sujet technique compliqué pouvait être juste ramené à une question d'une mère qui veut protéger son enfant ou en tout cas qui veut protéger d'autres enfants qui pourraient courir le même genre de risque. Et cette campagne a abouti puisque Patricia a obtenu justement qu'il y ait un groupe de travail qui soit lancé par le ministère de l'Intérieur à l'époque pour réfléchir sur cette question, certes qui n'est pas encore complètement réglée, mais au moins il y a eu des avancées qui ont été faites sur le débat autour de cette question grâce à cette pétition. Alors, rappelez-vous d'une chose pour raconter votre histoire, c'est que vous êtes légitime parce que vous êtes concerné par la question. Et donc ça, c'est la seule légitimité dont vous avez besoin pour vous lancer. C'est vraiment le fait que vous soyez directement concerné. Vous pouvez parler avec le cœur. Je sais qu'on a du mal, on est toujours très, très rationnel, en particulier en France, on aime bien parler avec des arguments, des chiffres, etc. Donc, ne cherchez pas à jouer un rôle, parlez avec le cœur, ne cherchez pas à utiliser un vocabulaire qui n'est pas le vôtre. Vraiment, parlez vraiment de manière très directe. Par contre, appuyez-vous sur des faits. Donc, bien entendu, on peut parler avec le cœur, mais il faut s'assurer qu'on a un peu fait ses recherches avant et qu'on a les arguments, en tout cas, en tête si jamais on est amené à discuter, notamment avec les responsables politiques. Je vais vous donner un exemple d'une structure idéale d'un texte de pétition qui s'est prouvé être très efficace pour la plupart des campagnes qui ont été lancées sur notre plateforme. La première, et je vais prendre l'exemple de ce qui se passe avec les hôpitaux en France aujourd'hui parce que je trouve que c'est un très très bon exemple et puis comme c'est d'actualité, ça nous permettra de tout comprendre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit sur la slide. Donc d'abord, la première chose, c'est une accroche. L'idée, c'est d'attirer l'attention. Quand une personne commence à lire votre texte, il peut se passer qu'il va aller vite et va regarder. Et donc, l'idée d'avoir quelque chose qui vraiment attire son attention dès le départ, c'est important. Donc, quelque chose comme nous sommes à la veille d'une nouvelle vague de Covid et nous n'avons plus de lits disponibles. Des gens sont en danger, nous devons agir. Voilà, ça, c'est une accroche, il faut absolument agir. Ensuite, la deuxième étape, c'est la crise et l'opportunité. Donc, l'idée, c'est de montrer l'urgence. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont hospitalisées à cause du Covid. Nous avons pris les mesures pour pouvoir les accueillir, mais nous avons besoin urgemment de plus de lits, car bientôt, nous ne pourrons plus les accueillir. Donc ça, c'est un autre exemple de montrer comment on a de l'urgence. Ensuite, c'est le témoignage. Donc, c'est vraiment parler vrai. Raconter qui vous êtes. Donc, ça pourrait être « Je suis infirmière. Tous les jours, j'accueille des personnes aux urgences. Je ne veux pas ne pas pouvoir m'occuper d'eux. Je ne veux pas avoir à faire des choix entre les patients. J'ai vraiment besoin que le gouvernement prenne ses responsabilités et nous donne des moyens pour accueillir les gens. » Quatrième étape, c'est la demande. Et là, l'idée, c'est d'être direct. Donc, on reprend le premier conseil, notre demande très spécifique. Et la demande, ça va être « Je demande au gouvernement d'investir 10 milliards dans l'hôpital public. » Ensuite, l'étape suivante, c'est les espoirs et les risques. Et là, l'idée, c'est important, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe s'ils agissent et ce qui se passe si on n'agit pas. Par exemple, si nous agissons, nous pourrons accueillir suffisamment de personnes et éviter un nouveau reconfinement.
Si nous n'agissons pas, nous prenons le risque de voir encore plus de personnes succomber au Covid et de ne pas respecter notre engagement auprès des patients de pouvoir les sauver. Enfin, pourquoi ça peut marcher? C'est ce qu'on appelle la théorie du changement. C'est montrer aux gens qui signent ou qui participent en quoi leur participation peut faire une différence. Si nous sommes des millions à signer cette pétition, le gouvernement sera obligé d'ajouter ces 10 milliards puisqu'il est en train de réfléchir au plan de relance français. Enfin, l'appel à l'action, c'est signez cette pétition, rejoignez-moi, rejoignez la campagne. Donc voilà une idée d'accroche d'une structure de texte. Bien sûr, c'est une théorie, on peut jouer avec, mais en général, c'est les éléments indispensables pour que non seulement votre texte soit impactant, mais aussi qu'il soit facilement lisible par les gens et compréhensible. Donc, en résumé, parlez avec le cœur pour mobiliser largement en racontant votre expérience. Ça me perturbe ce dessin sur l'écran. Je ne sais pas si je suis la seule à le voir, mais... Non, je le vois aussi. Tu le vois aussi? Qui est-ce qui a fait un gribouillis? Je ne sais pas, c'est bizarre. Ah, ça y est. Ah, bah c'est Isabelle qui fait des gribouillis. Bah enfin, Isabelle. Alors, on va passer à la session de questions-réponses. Oui, alors on peut démarrer tout de suite avec une question un peu technique de Stella qui demande, dans le cas où on a déjà créé une pétition, est-ce qu'on peut faire évoluer le titre au cours du temps pour augmenter l'impact? Et deuxième sous-question, est-ce qu'on peut fusionner différentes pétitions avec d'autres qui seraient sur une thématique similaire? Alors, du coup, pendant que tu étais, je crois que tu as été Ah, tu y as déconnecté, répondu. donc, sur la question du tag, du titre. Donc, Ouais. oui, en effet, on peut faire évoluer son titre pour essayer de s'assurer qu'il soit le plus efficace, le plus accrocheur possible. Et pour lier d'autres pétitions, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est disponible à tout le monde. Vous pouvez envoyer un message à l'équipe de Change. La seule chose qu'il faut faire, c'est s'assurer que les textes soient identiques. On ne peut pas lier des pétitions qui sont avec des demandes différentes pour des raisons que vous comprenez bien. Mais en effet, on a cette option, mais qui doit uniquement passer par l'équipe de Change.org. Donc, vous allez sur la page contact et vous demandez si vous voulez lier vos pétitions. Il y avait une deuxième question? Oui, je peux la regrouper. Il y a deux questions qui sortent un peu de la formation qui sont plus sur Change. Ouais. Une question sur notre présence dans le monde, si on est présent qu'en France ou dans d'autres pays à travers le monde, et une autre question sur le modèle économique. Alors, donc on est présent dans 18 pays, donc il y a 18 équipes comme la nôtre, comme celle de Julien et moi à travers le monde, donc un peu partout, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis. On est hyper content parce qu'on a enfin annoncé cette année qu'on va ouvrir du coup aussi des équipes au Nigeria et en Afrique du Sud, et aussi des équipes en Australie. Et à travers l'Europe, il y a des personnes qui sont en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, en Angleterre et aussi en Pologne. Et donc, notre modèle économique, ça repose sur les membres de Change.org qui contribuent. Donc, soit quand vous signez une pétition, vous pouvez mettre par exemple 2-3 euros pour faire connaître la pétition à d'autres personnes. Donc, c'est une espèce de publicité que vous faites pour votre pétition auprès d'autres membres de Change.org, puisque nous, quand vous avez mis quelques euros, on la présente ensuite à d'autres personnes. Ou alors, vous pouvez devenir membre soutien de Change.org, donc c'est-à-dire de donner quelques euros par mois pour garder la plateforme ouverte pour toutes et tous. Il y a pas mal de questions qui tombent, du coup peut-être j'en prends une dernière avant de continuer. On pourra revenir à la fin peut-être, mais on va pouvoir répondre à tous comme je vous disais. Il y a deux questions un peu techniques, mais qui peuvent être intéressantes sur... la première, elle est assez intéressante, je trouve, c'est est-ce qu'il y a un nombre de signatures nécessaires ou comment choisit-on le nombre de signatures nécessaires? Par là, je pense que la personne entend, est-ce qu'il faut un palier de signatures pour obtenir une victoire ou est-ce que le nombre de signatures compte? Je pense que c'est un peu ça, Alors, donc je ne sais pas si tu veux répondre. En fait, le nombre de signatures, vous savez, la manière dont une pétition fonctionne, c'est une question de pression et de mobilisation et de pression politique ou de pression médiatique que vous pouvez effectuer sur les responsables auxquels vous vous adressez. Donc, il n'y a pas un nombre de signatures idéal et surtout, ça dépend dans quelle zone géographique vous vous lancez. Si vous lancez une pétition, par exemple, dans votre ville qui est adressée à votre maire, ça dépend de la taille de votre ville. Si vous êtes dans une
une ville de 2000 habitants et que vous avez 500 signatures, qui sont 500 des 2000 habitants, c'est déjà énorme. Donc, c'est toujours un rapport de force entre les personnes à qui vous adressez et la population que vous représentez. Forcément, on le voit bien, quand on a des pétitions nationales, c'est souvent, on a besoin de plus de signatures, même si en utilisant éventuellement les médias ou les réseaux sociaux, on peut aussi créer un débat qui peut ensuite permettre à la pétition d'aboutir sans avoir trop de pétitions. On a vu trop de signatures. On a vu par exemple des pétitions pour baisser les taxes sur les tampons, qui est quand même un gros engagement, puisque ça veut dire qu'on fait rentrer moins d'argent dans les caisses de l'État, aboutir avec 25 000 signatures, parce que les personnes qui avaient lancé leur campagne ont bien utilisé ces signatures, ont bien utilisé les médias et les réseaux sociaux, et surtout ont fait pression auprès des responsables politiques en leur demandant de les rencontrer, etc. Donc vraiment, la signature, c'est important pour créer une base de soutien et justement une base de personnes qui peuvent s'organiser, se mobiliser, mais il n'y a pas un nombre, un chiffre magique qui permet d'aboutir. Il y a peut-être une question aussi de Serge que je trouve importante. Vu que je les vois, Julien, je les prends. Et puis ok, après, vas-y, ouais, prends. Si vous pouvez lancer une pétition de manière anonyme sur Change en mettant par exemple uniquement vos initiales ou votre prénom, votre nom, c'est une possibilité qu'on a laissée justement aux gens pour, dans ces cas-là, pouvoir lancer la pétition sans risquer d'avoir des répercussions. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir des salariés ou anciens salariés d'entreprise qui lancent des pétitions sans forcément mettre leur identité, justement pour se protéger. On continue juste pour pouvoir Oui, bien je pense tout qu'on clôture clear. et on reviendra sur les questions qui restent dans un second temps.